Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition au pluriel-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge. Bonjour, je suis Thibaut. Je suis dans les jardins d'une école en plein Paris qui s'appelle AgroParisTech. D'en bas, là, j'arrive à apercevoir sur le toit quelques branches, les prémices de ce qui est un des plus grands potagers sur les toits expérimental en France. C'est un potager qui est installé depuis 2011 et qui sert à beaucoup de chercheurs, notamment Christine Aubry. Christine Aubry, c'est une des chercheuse française qui connaît le mieux le sujet et qu'on a la chance d'aller rencontrer aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'elle a étudié le sujet dans pas mal de pays et qu'elle nous permet de démonter deux préjugés qu'on a sur l'agriculture urbaine. Le premier, c'est que ça serait pas très utile, que ça serait un petit peu un gadget. Et le second préjugé, c'est que c'est un truc de bobo. Alors, il se trouve que moi, je suis probablement un bobo aux yeux de pas mal de gens, et c'est sûrement assez légitime, mais l'agriculture urbaine en elle-même, c'est pas un truc de bobo, et on va le comprendre aujourd'hui. Allez, on va rencontrer Christine. Bonjour. Bonjour Thibaut. Nous allons sur le toit. Merci de m'accueillir. Donc je suis Christine Aubry. Je suis donc ingénieure agronome au départ et je suis chercheur à l'INRA et professeur consultant à AgroParisTech. Et donc je suis en charge d'une équipe de recherche sur les agricultures urbaines depuis 2012. Hop, allez-y. On sort de l'ascenseur. Faites attention, c'est mouillé. Voilà, alors dans cette équipe, on travaille sur diverses choses, notamment sur la conception de systèmes de culture un peu innovants. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait l'étude sur le toit. Voilà, on va continuer par là. Donc sur le toit d'AgroParisTech, ce qui s'est passé, c'est qu'en début 2012, on a été contacté par des ingénieurs en bâtiment qui revenaient d'un voyage à New York, qui avaient été pris d'amour pour les nombreux jardins sur les toits qu'on voit à New York et qui se disaient finalement on pourrait faire la même chose sur Paris. Et nous à ce moment-là, on travaillait sur les jardins associatifs dans Paris, donc les jardins partagés, familiaux, etc. Et on se rendait bien compte qu'il y avait un gros souci, à savoir qu'il n'y avait pratiquement plus de place au sol et que donc une possibilité était de faire des jardins associatifs sur les toits. Donc là, on a monté pas mal d'étages depuis tout à l'heure. On en a encore un, parce que oui, c'est un toit. Donc voilà, on a un peu soufflé. Donc ça y est, on est sur le toit. On est sur le toit, il fait très beau. Et on a une vue sur une bonne partie des monuments de Paris. Voilà, alors vous avez le Panthéon. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que si vous voulez cultiver sur un toit, il est préférable de demander quand même aux bâtiments de France si on ne gêne pas la vue. Si on avait voulu mettre une serre ici, ça a été au départ une ambition, on avait très vite compris qu'on ne pourrait pas le faire parce qu'on est à moins de 500 mètres du Panthéon. C'est un des gros soucis en zone urbaine et notamment à Paris, où de toute façon on est toujours à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique. Voilà, ça fait partie des petites contraintes qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut faire des toits productifs. Il fait quelle taille le toit ? Alors, au total, il fait à peu près 600 mètres carrés. Si on enlève les parties qui sont occupées par des allées, etc., on en cultive à peu près la moitié. Donc on a deux parties sur ce toit. On arrive donc sur une allée centrale. Sur la droite de l'allée centrale, donc vous avez ces bacs qui sont posés au sol, qui sont les premiers qu'on a installés ici. Donc ça fait depuis 6 ans. Alors pendant les 3 premières années, on a eu uniquement des salades et des tomates cerises et on essayait donc de tester c'était quoi le niveau de production, les pollutions dans les légumes et puis l'évolution des substrats. Et puis au bout de 3 ans, on a diversifié nos cultures. Et là, on est parti sur des associations de cultures. Vous voyez que sur un bac, il y a au moins 3 cultures différentes, parfois 4. Donc dans les bacs que vous avez là, il y a des différents substrats. Donc encore une fois ici, on est sur uniquement des déchets organiques de la ville, c'est-à-dire d'abord des composts et déchets verts, du bois fragmenté, et puis aussi un déchet un petit peu particulier qu'on voit par là-bas, qui est en fait du marc de café avec des résidus de pleurote.
Donc ça, c'est issu en fait d'une ferme urbaine qui s'est lancée pratiquement en même temps que nous. Et c'était donc une ferme qui récupérait du marc de café et qui faisait pousser des pleurotes dessus. Et nous, en fait, on récupère le résidu de culture. On fait de l'économie doublement circulaire. Et ce marc de café avec le mycélium des pleurotes s'est avéré un très bon fertilisant organique. Nos substrats, ils tiennent bien la route. Ils ont plutôt tendance à évoluer en s'enrichissant. Par contre, oui, à chaque culture, il s'abaisse. C'est-à-dire qu'au début, on part sur 30 cm de substrat. Et puis, au fur et à mesure de la saison, ça s'abaisse. À la fois parce que c'est tassé par la pluie, et puis parce que c'est consommé par les cultures. Donc chaque année, en fait, nous, on ramène une couche de matière organique. Et c'est pas gênant en soi, puisque justement, on veut participer à la consommation des déchets de la ville. Donc en soi, c'est plutôt même quelque chose qu'on recherche. Donc, ce qui est intéressant de voir, donc, les premiers résultats que nous a donné cette expérience, c'est qu'on a un très fort niveau de productivité, encore une fois sans 1 gramme de terre et sans ajouter rien en termes de fertilisants ou de produits phytosanitaires. Pour donner un ordre de grandeur, dans nos bacs les meilleurs, on avait entre 5 et 8 kg par mètre carré. C'est une productivité qui est de l'ordre de celle qu'on obtient dans du maraîchage en plein champ, en bio. C'est même parfois un peu supérieur. Et depuis, ce niveau de productivité a augmenté. Alors maintenant qu'on a des associations de culture, que de fait, nos bacs ont évolué, les substrats ont évolué en larguant petit à petit les éléments minéraux. On a aujourd'hui des productivités qui s'approchent plutôt de l'équivalent de 100 tonnes à l'hectare, donc 10 kg par mètre carré. Donc c'est des productivités qui sont très fortes. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est que donc nos substrats ils tiennent bien la route. Le troisième volet, c'est le volet de la pollution. Et là, on était très inquiets au début de l'expérience. On s'est dit, on est quand même en plein Paris, on va avoir de la pollution atmosphérique, on va avoir de la pollution à travers nos substrats. Les composts de déchets verts, c'est fait à partir des parcs et jardins de la ville de Paris. Donc, c'est susceptible d'être pollué. Et puis, à notre grande surprise, non. On était dans les tomates et les salades, sur les métaux lourds comme le plomb ou le cadmium, qui sont ceux qui sont plus réglementés aujourd'hui. On était entre 5 et 10 fois en dessous du niveau européen, donc du niveau qui permet la commercialisation. Même avec la pollution des voitures, la pollution atmosphérique de la ville. Voilà, absolument. Donc ça nous a beaucoup étonnés. Puis après, on a réfléchi un peu et on s'est dit, on a mesuré aussi quelle était la pollution de l'air ici. Et de fait, elle est bien moindre qu'à ras de pot d'échappement, clairement. On est aussi dans un environnement proche où on est quand même pas très près d'une voie de grande circulation. La seule voie, c'est la rue Claude Bernard. C'est pas le périphérique à 6h du soir non plus. Alors ça, c'était quand même un résultat très important, ce qui voulait dire qu'il est possible de trouver en ville des endroits où on peut cultiver sainement. Un autre effet qui maintenant va être plus étudié, mais qu'on a déjà commencé à voir, c'est la biodiversité. C'est-à-dire que comme vous le voyez peut-être, autour de nos bacs volettent tout un tas d'abeilles. Elles n'étaient pas prévues au départ, elles sont venues toutes seules. On a dû installer des ruches et les faire gérer parce que nous, on ne sait pas les gérer. Et au-delà des abeilles, un ensemble assez important d'insectes pollinisateurs sont venus, des insectes du sol aussi. Aujourd'hui, il y a des mesures qui montrent que ces technosols, donc encore une fois, c'est pas de la terre, c'est une reconstitution de sol, finalement sont l'accueil d'une grande diversité d'insectes du sol, de microbes aussi. Et donc cette biodiversité créée est tout à fait intéressante. Vous venez souvent jardiner, vous n'avez pas forcément le temps, si ? Non, j'ai pas le temps de venir jardiner. Je viens de temps en temps et pas suffisamment souvent pour aider un petit peu ou pour faire les visites. J'aide surtout l'équipe qui est plus douée que moi, parce que moi j'ai pas du tout la main verte, malheureusement, pour faire les visites et pour faire un certain nombre d'activités. Mais c'est vrai que j'ai pas suffisamment le temps pour pouvoir venir jardiner. C'est marrant que vous vous intéressiez à ces sujets et que vous n'ayez pas la main verte. Ah non, c'est pas marrant, c'est qu'au contraire, c'est ce que j'ai une grande admiration pour ceux qui ont la main verte. Non, je fais ce que je peux, mais vraiment, il y a une espèce d'incompatibilité entre certains végétaux et moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'étais capable de faire crever de la menthe sur mon balcon quand même, donc ça vous montre un peu de niveau, quoi. Non, je suis très intéressée par le sujet, mais c'est vrai que j'arrive pas bien à faire, donc j'aurais besoin de prendre beaucoup de cours, et je me suis dit que quand je serai en retraite, je prendrai des cours de jardinage, voilà. Voilà. Donc là, on arrive sur une deuxième partie du toit, qui est une partie
Comme vous voyez, on a l'impression que c'est un peu la jungle. C'était un peu l'objectif, c'est-à-dire qu'au départ, on a voulu faire ici un toit biodiversité. Donc on a installé 20 cm de compost de déchets verts, des petites buttes sur lesquelles on a planté, comme vous le voyez là, des aromatiques. Et on a laissé faire. Au bout de 6 ans, vous voyez, c'est une espèce de jungle. Il y a des plantes de partout. Il y a celles qu'on a plantées, puis il y en a plein d'autres qui sont arrivées. Vous voyez aussi qu'il y a plein d'insectes de partout aussi. Donc ce toit-là a très vite attiré effectivement les insectes pollinisateurs. Et ça montre que finalement, si on laisse faire les choses en pleine ville, on arrive à recréer des espaces de biodiversité facilement. Ça n'a pas été très compliqué à faire. Il faut un peu d'espace, il faut un peu de temps. Et voilà. Il y a du romarin qui a l'air d'aller super bien. C'est de la luzerne, je crois, là-bas aussi. Voilà, ça c'est le romarin, on l'avait amené. Le reste, on ne l'a pas amené. Donc ce sont les oiseaux qui les ont amenés. Un peu le compost qu'on avait mis au départ. Alors, on a donc attiré beaucoup d'abeilles urbaines ici. Dans les premières années de notre expérimentation, quand on n'avait plus trop de culture à partir du mois d'octobre, des journées relativement chaudes où les abeilles continuaient à vouloir butiner, puis elles n'avaient plus grand-chose à butiner. Et on les a retrouvés dans la boulangerie de la rue Mouffetard, en train de butiner les gâteaux. Donc ça nous a créé quelques soucis. Et ça nous a montré à l'époque qu'on est allé faire quelques prélèvements d'abeilles, et qu'on n'était pas les seuls fournisseurs, si j'ose dire, de la boulangerie. Et qu'en fait, dans un rayon assez proche, on avait au moins 3 ruchers différents. Un des autres volets qu'on va aussi mettre en place ici, on commence un peu cette année dans quelques bacs, mais à titre exploratoire, c'est des cultures exotiques. Alors pourquoi ça ? Parce qu'on a pu mesurer les paramètres de climat sur ce toit et on s'est rendu compte qu'on est à un niveau de température plus élevé, en tout cas au printemps, été et automne, de environ 2 degrés, voire un peu plus par rapport à en bas. Donc ça veut dire qu'on a une gamme de cultures possibles plus large. Et donc nous, on a voulu tester le truc jusqu'au bout et on s'est dit, on va aller chercher des cultures africaines. Comme quoi, par exemple ? Alors comme le gombo, qui est un haricot d'Afrique de l'Ouest, on va dire, qui sert beaucoup dans des tas de préparations culinaires, qui est très très demandé. Ou moi je suis très en lien avec Madagascar, on va faire aussi des bread mafan, qui sont un légume qui est très utilisé aussi dans la cuisine malgache, qui a un petit goût piquant absolument adorable. Donc on pense qu'il y a un bel avenir à ces cultures nouvelles et que ça pourrait faire une complémentarité intéressante entre ce qu'on pourrait produire dans la ville, qui serait plutôt des cultures de ce type-là, et ce qui est déjà produit dans l'agriculture périurbaine, qui sont plutôt alors là des cultures plus classiques, on va dire, de nos contrées. Oui, en fait, l'agriculture sur les toits, ça viendrait en complément de l'agriculture traditionnelle, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que là, même si on a des très forts niveaux de production, ce qui manque, concrètement, c'est la surface. Même si on arrivait à végétaliser tous les toits plats de Paris, on a fait quelques calculs, on aurait de l'ordre de 6% maximum de la consommation de légumes des Parisiens. Et on sait très bien qu'en plus, on n'arrivera certainement pas à cultiver tous les toits qui ont été repérés. Ne fût-ce que pour des questions de structure, des questions d'accessibilité, enfin des tas de questions techniques. Et clairement, l'agriculture sur les toits, en dehors de notre aspect là, qui est strictement expérimental, c'est aussi beaucoup pour faire des jardins associatifs, de l'animation sociale, de l'événementiel. Les projets qui aujourd'hui se développent sur les toits à Paris et Petite Couronne, c'est beaucoup des projets qui sont multifonctionnels, qui ne servent pas que à faire de la production alimentaire, même s'ils en font parfois de manière relativement intéressante. Voilà, donc, on peut aller au bout du toit peut-être ? Tout à fait. Je vous ai vu cueillir quelque chose. J'ai cueilli un petit bout de ciboulette. Et puis vers la fin du toit là-bas, on va y aller. On a une partie qui était plus une partie exploratoire, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre différentes choses, y compris des petits arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers se sont très bien comportés, ils produisent beaucoup. Donc on a un pommier, un poirier, un cerisier. Et on a aussi testé sur cette zone-là toute une diversité de cultures qui après nous ont servi pour notre expérimentation. Et on continue, c'est-à-dire qu'on met dessus les choses qui nous viennent un petit peu, on a envie de voir de nouvelles variétés d'artichauts, on essaye. Voilà. Donc c'est un petit peu le lieu où on tente des trucs un peu pour se faire plaisir et aussi un petit peu pour tester si la plante pousse, s'il y a quelques espoirs qu'elle donne quelque chose à l'avenir. Donc on va aller voir si vous voulez. Allons-y.
parliez tout à l'heure de Madagascar. Ce qui est intéressant, c'est que vous, votre intérêt pour l'agriculture urbaine, elle n'est pas née ici à Paris, elle est née à l'étranger. Vous pouvez raconter ça ? Oui, tout à fait. Alors c'est né effectivement à l'étranger parce que j'ai eu la chance d'aller travailler pendant 3 ans à Madagascar au début des années 2000 sur un tout autre sujet qui était la déforestation dans le sud-ouest, rien à voir avec l'agriculture urbaine. Mais par contre, j'habitais à Antananarive, à la capitale, et là, comme dans toutes les villes du sud, c'est pas possible de faire 3 pas sans tomber sur de l'agriculture. Et pour cause, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, de transport, etc., lorsque l'on veut avoir des produits frais, il faut les faire sur place. Alors je voyais cette agriculture juste à côté de chez moi. Je me suis rendu compte que des gens qui cultivaient en plein dans la ville cultivaient en partie pour l'export, donc c'était pas uniquement de l'agriculture vivrière. Donc ça a un peu excité ma curiosité. Je suis allée voir des collègues géographes et des collègues agronomes malgaches qui m'ont dit ça pourrait valoir le coup de faire un programme de recherche. Et on a fait un programme de recherche ensemble qui a duré pendant 7 ans. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, alors bien au-delà de ce qu'on pensait, il y avait une diversité considérable de formes d'agriculture. Et le programme continue parce que 10 ans, 15 ans plus tard, la ville a pratiquement doublé de population, comme là aussi un phénomène classique dans les villes du Sud. Et cette agriculture, non seulement elle est toujours là, mais elle est encore plus partout. Comment ça se fait qu'elle s'est développée, l'agriculture ? Elle s'est développée d'abord parce qu'il y a une demande constante et croissante de la part des urbains, des demandes en légumes. Et du coup, les paysans se sont adaptés. À partir du moment où ils voyaient qu'il y avait un marché, ils sont passés du riz au maraîchage assez rapidement. Pour eux, l'agriculture urbaine est vraiment importante parce que c'est elle, en intra et en périurbain, qui approvisionne quasiment la totalité de la ville. Donc pour nous, ça a été vraiment une source d'inspiration. Et moi, c'est en rentrant en France, je me suis dit, ok, je vais continuer mon projet sur Madagascar, mais j'aimerais bien voir ce qui se passe dans mon pays. Et c'est là où j'ai commencé à travailler plutôt sur l'agriculture périurbaine en circuit court. Et ensuite, on a lancé cette idée de travailler aussi sur les formes intra-urbaines. Et l'image qu'ont certaines personnes, c'est que c'est un truc de bobo. Est-ce que c'est le cas en France ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? C'est nettement plus complexe que ça. Alors déjà, si vous voulez, un phénomène qu'on a vu au niveau européen, c'est qu'après la crise financière de 2008, il y a eu une explosion de l'agriculture urbaine et notamment de l'agriculture sous forme d'autoproduction dans les jardins associatifs ou dans des petites micro-fermes pour simplement pouvoir atténuer les effets de la crise, avec des phénomènes extrêmement importants en Grèce, en Espagne, au Portugal. Et aussi en France. Et on a vu à ce moment-là un regain d'intérêt très fort pour l'accès à une parcelle par les urbains. Donc des demandes adressées aux villes très importantes sur les jardins associatifs en particulier. Et on a vu aussi, de fait, se multiplier ce qu'on appelle les micro-fermes urbaines, c'est-à-dire des formes d'agriculture souvent en plein sol, qui ont vraiment plusieurs fonctions. Elles servent à la fois à faire de la pédagogie, à faire de la production, à avoir des effets environnementaux. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui très demandé. À tel point que dans tous les projets de rénovation urbaine, il n'y en a pas un aujourd'hui, il n'y a pas 1 ou 2 projets d'agriculture urbaine qui ont à la fois un objectif productif et un objectif social. Et donc non, c'est pas un truc de bobo, il y a même beaucoup de formes d'agriculture urbaine qui se développent plutôt dans les quartiers populaires. On a aussi de l'agriculture urbaine qui sert à faire des produits pour les restaurants gastronomiques. On est sur un autre volet. Voilà, l'intérêt de cette agriculture urbaine, c'est qu'elle est tellement diversifiée qu'elle répond à des besoins très variés et donc à des publics, à des niches très variées. Voilà, donc ça c'est les haricots, les gombos, là, qui se portent mieux ceux-là. On a des bread mafan. Voilà, donc là c'est une culture où en fait on récolte les fleurs. C'est très employé dans des plats malgaches excellents. Alors ce qui est amusant, c'est que là on va voir comment ils poussent, on va voir vraiment s'ils s'adaptent sur le plan physiologique à cette saison, puis on essaiera d'en faire dans la saison suivante. Et on va essayer de les faire tester par des personnes qui s'y connaissent. Donc on a une amie malgache qui nous a dit qu'elle viendrait nous dire si à son avis c'est un bon produit, si il est goûteux, parce qu'elle fera des plats avec. Et on a une dame aussi originaire du Sénégal qui va venir faire la même chose avec les gombos. Peut-être que le gombo parisien a une saveur bien particulière. C'est possible, oui, avec un petit peu de plomb, un peu de cadmium, on ne sait jamais, ça peut donner du bon goût. Il a fait super beau, c'était vraiment hyper intéressant. Mais bon, merci beaucoup pour ce tour sur le potager. De rien, et puis vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les 2 semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan au pluriel.com. À dans 2 semaines.